dans vos vacances par là. Est-ce que vous êtes satisfait? Mais oui, je suis satisfait. Je suis satisfait. Pourquoi? Puisque j'ai pu réaliser certaines choses qui encadrent avec la vie sociale de la population, n'est-ce pas? Il y a eu des actions sociales que nous avions toujours posées, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Je vous laisse peut-être vous autres de pouvoir décrire. Hein, vous avez vu comment on a dû faire la répartition des tôles pour équiper les écoles, n'est-ce pas? On a dû commander 1000 tôles, puisqu'on a remarqué que c'était parmi les priorités des besoins, n'est-ce pas? Vous avez vécu vous-même comment on a réparti la 21 écoles, les disséminées à travers le territoire. De deux, on a eu aussi à intervenir dans d'autres domaines, par exemple les marchés, hein, les marchés qui ont l'habitude d'accueillir nos mamans, nos papas, nos jeunes enfants, qui essayent un peu de se débrouiller par rapport à la survie, parce que la vie n'est pas si facile. Hein. Nous avons eu à ériger quelques marchés à l'époque, n'est-ce pas? Et puis il y en a d'autres qui demandaient les réhabilitations. On a eu aussi à intervenir là dedans. On a posé beaucoup d'actes là dedans, de gestes. On a intervenu aussi au niveau des pots. Hein. Il y a quelques pots qui étaient déjà aussi détruits, abîmés, et qui coupaient pratiquement presque un grand nombre de la population, n'est-ce pas? On a eu aussi à intervenir aussi dans ce domaine-là, la réalisation de certains ponts. Et puis, dans l'addiction d'eau aussi, n'est-ce pas? On a vu qu'il y avait beaucoup de villages, certains villages qui étaient coupés, qui n'avaient pas d'eau. Il fallait marcher peut-être 4-5 kilomètres pour avoir une goutte d'eau. On a eu aussi à intervenir aussi là-dedans. Et voilà, donc, moi je crois que je suis satisfait puisque vous-même vous avez été là, vous avez vu la joie de la population, comment ils ont accueilli tous ces gestes-là de bonne volonté de notre part. Voilà, vous venez également de lancer un méga projet en faveur de la population d'Idu. J'ai dit, les marchés transfrontaliers, qui sera bien évidemment érigé à Mumba dans les groupements Nyakalengo. Pouvez-vous essayer de nous dire qu'est-ce qui vous a le plus motivé à vous engager personnellement pour l'exécution de ce projet aussi longtemps et qu'il y a d'autres leaders, d'autres enfants des villes d'Idui? Il y a des notables incontournables. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé, honorable? Ok, très bien. Ce qui m'a beaucoup motivé de pouvoir s'impliquer dans ces projets est qu'il y avait un risque qui traînait quelque part. Si on n'agit pas tout de suite, ce projet-là risque d'être d'abord délocalisé et perdre aussi beaucoup plus ces crédits de la Banque mondiale qui étaient prévus pour réaliser ce projet. C'est un projet qui date, ça fait plus ou moins 4 ans qu'on en parle, n'est-ce pas? J'ai même expliqué ça devant la population, à des reprises que j'ai eu à échanger avec la population. Le projet datait de 4 ans de la construction de ces marchés transfrontaliers. Ça, c'est la Banque mondiale, en fait, entre guillemets, dans ces études, n'est-ce pas, de rapprochement entre les peuples frontaliers, qu'ils ont conçu, ils ont pensé qu'il fallait ériger quelque chose au niveau de Mohumba, où vous venez de citer. C'est un village de Mohumba qui fait partie du groupement Nyakalengo, mais qui est dans l'île Ijui, qui est dans l'île Ijui. Et ce coin-là est presque frontalier avec le pays voisin, le Rwanda, n'est-ce pas? Alors, la Banque mondiale, en pensant à installer ces projets-là, c'est une façon d'essayer de rapprocher les deux peuples frontaliers pour qu'ils échanger, créer l'harmonie pour qu'il y ait la paix. Je crois que c'est de la politique de la Banque mondiale de pouvoir faciliter le rapprochement, l'harmonie, favoriser l'harmonie et la paix entre les peuples frontaliers. Et cela doit se passer par les échanges, les contacts, ainsi de suite. Donc, ça dit les échanges par rapport aux biens, par rapport aux services, par rapport au déplacement des personnes. Ça contribue beaucoup plus aussi, je crois. Ça doit être ça dans la politique de la Banque mondiale. Donc, c'est qu'un projet qui a été conçu dans ce sens-là. Et puis après,
il y a quand même une exigence qui est souvent sortie, exigée par rapport aux pays bénéficiaires. Ces genres de projets ils sont multipliés partout, à travers tous les pays frontaliers. Ce n'est pas seulement au Congo. Il y a encore même au niveau de Bunagana aussi un projet dans ce sens-là. Au niveau des Ruzizide avec le Burundi, du côté Burundi comme du côté congolais. Au niveau de Bunagana, c'est du côté congolais, vers le massif, vers ce côté-là. Et puis du côté Ouganda aussi un projet similaire. Ruziz, je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Il y en a aussi du côté Camagnola, par exemple, aussi, un projet de tout dans ce sens similaire. Mais tous ces projets, la Banque mondiale exige une contrepartie de l'État bénéficiaire de ces crédits-là, de ces crédits qui font partie de ces projets-là. Alors, et quelle est la contrepartie? C'est de libérer l'espace et on va réaliser ces méga projets, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'État congolais, le gouvernement, doit libérer l'espace pour que ces projets se matérialisent, puissent être construits. Or, pendant 4 ans, notre État congolais n'est pas parvenu, ou la province, par exemple, le site Kivu, n'est pas parvenu à dédommager les gens qui occupent ces espaces. Souvent, les espaces sont occupés par des ayants droit, des gens qui ont des titres, qui sont des propriétaires. Alors, le fait que la contrepartie n'est pas libérée, la Banque mondiale ne peut rien faire, n'est-ce pas? Il ne peut pas venir et imposer, par exemple, à réaliser ces projets si l'espace n'est pas libéré. Et l'espace doit être libéré par l'État congolais, l'État bénéficiaire. Pour le cas de Moumba, c'était ça l'obstacle, la difficulté qu'il y a eu. À un certain moment, au niveau du JUI, au niveau de l'autorité politico-administrative, ils ont essayé de réfléchir comment on pouvait arriver à trouver une solution à cet obstacle. Ils ont demandé à chaque ménage de contribuer à des dollars. Ils ont essayé de contribuer, presque tout Mouravu partout là où il était, en Europe, dans toutes les villes, au Congo, partout disséminés. Ils étaient appelés à pouvoir contribuer pour voir comment on pouvait arriver à atteindre le montant qui est exigé pour indemniser les terriens qui occupent cet espace, de libérer et d'aller se localiser ailleurs. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus à atteindre le montant qu'il fallait. C'est plus ou moins, d'après ce que vous avez vu vous-même, c'est dans les 255 000 dollars pour dédommager, indemniser toutes ces familles qui doivent libérer l'espace où sera érigé ce méga projet. Finalement, 4 ans après, on n'est pas parvenu à le faire. On n'a pas réalisé le montant. Dans l'entretemps, le délai court. Tous ces projets sont assortis par des délais. Une fois les délais arrivent en terme, vous perdez le projet. Le crédit tombe en annulation. On délocalise, on peut amener dans d'autres pays d'Afrique qui en ont besoin, n'est pas ça? Alors, finalement, j'ai été interpellé quand j'ai été mis au courant de tout ce qu'il y a comme difficulté. J'ai rencontré les responsables de la Banque mondiale au niveau de la province. Nous avons eu l'occasion d'échanger. Ils m'ont montré ces difficultés qui existent et que si on ne fait pas, on n'agit pas vite, dans un délai de 2 mois, le projet va tomber en annulation. C'est-à-dire on va perdre ces projets-là. C'est ce qui m'a interpellé. Alors je me suis dit, l'unique façon de faire, puisque c'est un projet très important, un projet qui va créer, qui va booster l'économie quand même de notre territoire, et dont il y aura des effets beaucoup plus multiplicateurs vis-à-vis de la population. Il y aura des emplois qui vont être créés, il y aura des échanges, des commerces entre les voisins, entre les peuples frontaliers et nous autres, l'échange, tout ça. Et quand j'ai vu la description telle que le projet va se faire et tout ce qu'il y aura comme mise en valeur de la chaîne de valeur, je me suis porté garant pour dire, moi je vais indemniser tous ces terriers-là, tous ces propriétaires, pour qu'ils libèrent cet espace, qu'ils aillent se débrouiller ailleurs, afin que ces méga projets soient matérialisés, soient construits. Donc voilà, c'est une interpellation, c'est un amour profond, sincère, envers ma population d'Ijui, et puis dans l'entretemps, pour que notre île réellement puisse quelque part aussi sortir de son isolement sur le plan économique. Et ça fait partie de mon combat. On comprend que vous êtes une élite de proximité qui a l'amour envers sa population, sa base électorale. Dans votre meeting, on a suivi parler de beaucoup de projets, par exemple
l'électrification de l'île d'Idjouy. Vous avez également évoqué les faits de faire le forage pour les desserts en eau potable, également pour la construction des routes. Un député n'a pas une signature, il ne fait que plaider. Comment pensez-vous le faire? Oui, c'est-à-dire il faut faire la part des choses. Quand nous sommes venus en politique en 2018, nous avons fait beaucoup de promesses pendant la campagne électorale, n'est-ce pas? Et il y avait des désiderata que nous avions trouvés de la population, ce qui est vrai. Notre île, Ijui, à un certain moment, il n'était pas très connu, hein, n'est-ce pas, très connu. Il fallait d'abord, sur le plan communicationnel, sur le plan lobbying, il fallait que tout le monde, notamment au niveau du pays, au niveau national, au niveau régional, au niveau provincial, au niveau international, qu'on sache qu'il y a une île qui existe, qui est au Congo, qui est une grande île, c'est comme un petit État, malheureusement, qui est pratiquement abandonné sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel. Donc nous sommes engagés pour essayer de faire beaucoup plus d'efforts là-dedans, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque notre île, c'est une terre de paix, une terre paradisiaque. Les gens qui viennent découvrir et qui restent ne fût-ce que quelques heures, ils disent c'est un endroit magnifique, exceptionnel. Vous regardez vous-même, vous êtes là, vous voyez ce que ça représente. N'est-ce pas ça? Ainsi de suite. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Première des choses, comme ce que nous avons dit pendant la campagne électorale, il faut d'abord que l'île soit électrifiée. Vous imaginez 60 ans après, 60 ans après, une île comme Ijui, avec toute sa dimension, avec toute sa grandeur, 350 km², plus de 450 habitants, presque plus de 450 habitants, il n'y a même pas, ne fût-ce qu'une petite lumière d'électricité. Pas même une ampoule qui peut éclairer quelque part, 60 ans après. Deuxième île en Afrique après Madagascar. Madagascar, c'est un État, n'est-ce pas ça? Combien de fois plus grande que l'île Maurice? Vous imaginez ce que ça fait? Plus grande que l'île Maurice, n'est-ce pas? Plus grande, plus qu'un pays, un État installé qu'on appelle Sao Tomé-Prince, n'est-ce pas? Avec 180 000 habitants, je crois à peu près, n'est-ce pas? Je ne sais pas certainement combien de kilomètres carrés, mais vous voyez combien de fois nous sommes? Et nous sommes au milieu des eaux qu'on appelle les Grands Lacs. Un endroit de paix, mais pratiquement oublié sur le plan développement, comme je viens de vous le dire. Alors, c'est ainsi que nous avons dit, première des choses, il faut arriver à électrifier d'abord l'île. Donc, travailler sur certains éléments qui peuvent plus ou moins attirer les autres pour que l'île soit attractive, que les autres tribus viennent découvrir, d'autres peuples viennent découvrir, en fait de nous aider à valoriser ce que nous avons comme valeur locale. Comme nous avons comme valeur locale. Il y en a beaucoup, n'est pas ça? Il faut d'abord l'électrification. Sans cela, c'est difficile. Au moins, quelque part, nous pouvons faire des unités de transformation de ce que nous avons comme valeur locale. Nous avons beaucoup de produits qu'on peut transformer, qu'on peut exporter, qu'on peut amener ailleurs. D'ailleurs, le marché, là, nous disons, ça tombe bien, puisqu'à ce moment-là, dès qu'il y aura l'électrification, ça va faire une jonction et ça va booster l'économie, n'est-ce pas, le développement de cette île. De deux, nous avons pensé aussi pour les routes. 100 km de routes. Nous avons 100 km d'ici au nord, de Muhumba à Kihumba, 100 km, sans parler des routes secondaires entre villages, entre groupements, et ainsi de suite. Nous nous sommes dit, on se concentre d'abord sur les 100 km. Vous vous imaginez? Il n'y a pas de véhicules ici qui circulent. Vous pouvez les compter sur le bord du doigt puisque les routes sont impraticables. Quand il pleut, surtout aussi, c'est impossible. Même une moto ne peut pas passer. Impossible. Donc, on dit, les 100 km, ne fût-ce qu'on arrivait à compacter, à niveler, on compacte, on fait les traçages au niveau des caniveaux pour canaliser les eaux, n'est-ce pas ça? Au moins, ne fût-ce que ça, plus ou moins, ça peut permettre que les routes puissent être dégagées et les gens qui ont des véhicules peuvent les amener et circuler avec sans problème. Alors, troisième projet, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Vous imaginez aujourd'hui, la plupart de la population de l'île, ils consomment l'eau du lac. Nous connaissons nos lacs et qu'est-ce qu'ils ont? Dans le lac, qu'est-ce qu'il y a? C'est le gaz. Vous imaginez ce que ça donne sur le plan santé? C'est catastrophique.
puisque la plupart des gens consommaient les eaux qui venaient des ressources et tout ça, les sources. Hein. Mais malheureusement, avec le changement climatique, la plupart des sources ont tari, n'est pas ça? Hein? Il n'y a pas de boisement, on a bâti des arbres puisque les gens se débrouillent. Comme il n'y a pas d'électricité, pour cuisiner, pour préparer, il faut abattre des petits arbres, il y en a de gauche à droite. Ça crée ce que nous avons comme situation aujourd'hui. Donc, nous nous sommes dit, c'est aussi un projet très important sur lequel il faut mettre l'accent, un grand lobbying. Il faut de l'eau. Il faut plus ou moins, ne fût-ce qu'au moins pour probablement chaque village. Et la plupart des villages, ils ont au moins, pas moins de 10 000 à 20 000 personnes, 30 000 personnes. Il y a d'autres qui ont même 50 000 personnes. Il faut ne fût-ce qu'au moins avoir un forage, puisqu'il y a de l'eau partout. On trouve de l'eau partout. Il y a des pierres, là, comme on dit quand on va à profondeur, ainsi de suite. C'est une nouvelle technologie maintenant que nous sommes en train de découvrir presque partout. Même à Kinshasa, maintenant, c'est ce qu'on fait pour essayer de compenser le déficit de la régie des eaux. Alors, nous avons pensé aussi inscrire cela parmi nos priorités de projets qui doivent contribuer au développement de notre île et son attractivité. Il fallait qu'il y ait au moins un forage pour chaque village. Et nous avons 83 villages, au nord comme au sud. Alors, les 3 projets-là, ce n'est pas M. Mirou, l'honorable Mirou Akili Prosper, qui va les réaliser, non. Qui va les financer, non. C'est l'État congolais, n'est pas ça. Nous sommes là pour faire les plaidoiries partout, faire le lobbying, amener le gouvernement à pouvoir comprendre les bien fondés de ces projets et de pouvoir s'investir là-dedans, de mettre parmi les priorités dans le cadre de pouvoir essayer de développer tous ces territoires ruraux. N'est pas ça, ruraux plutôt. Donc c'est dans ce sens-là, nous nous battons, nous faisons tout pour que le gouvernement central arrive à nous accompagner dans ces 3 projets-là, que je suppose qui sont très porteurs et qui porteront beaucoup de bonheur par rapport à la population d'Ijui. Alors, s'il faut maintenant entrer en détail, vous voulez que j'entre en détail? Où est-ce qu'on en est maintenant avec ces 3 projets? Là, j'ai décrit les bien fondés de ces projets-là, n'est-ce pas? La valeur de ces projets. Pourquoi nécessairement il faut que ces projets se réalisent? Au niveau du premier projet d'électrification, comme je l'ai dit à la population, vous avez même les arrêtés ministériels, vous avez vu les décisions de la société attitrée, c'est-à-dire la société qui gère l'électricité à travers toute la République du Congo, puisque jusque-là, le volet, le domaine, le secteur électricité n'est pas encore libéralisé au Congo, je crois, si je ne me trompe pas. C'est déjà libéralisé. Hein? Pardon? Oui, mais pas encore en application comme telle. Il n'y a pas encore des investisseurs. Donc jusque-là, on compte encore beaucoup plus sur les maisons mères. La société mère, c'est la SNEL. La SNEL qui a beaucoup de difficultés, qui a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? C'est normal comme dans tout domaine, ce n'est pas seulement là-bas. Nous sommes parvenus quand même à pousser plus loin, à mener l'autorité de la place, de comprendre les bien fondés de ce projet d'électrification. Et nous avons trouvé un projet qui avait commencé il y a 15 ans, qui avait commencé par un autre fils du tiroir, paix à son âme, dont nous saluons d'ailleurs sa bravoure, le fin Taouniga Hilaire, n'est-ce pas, qui fut ministre à l'époque, et puis aussi vice-gouverneur, ainsi de suite. À cette époque, il avait fait beaucoup d'efforts. Il avait commencé ses projets d'île. Et il est parvenu à obtenir l'engagement du gouvernement par le truchement de la SNEL, réellement, de pouvoir électrifier l'île Ijui. Malheureusement, 15 ans après, rien n'a été fait. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes investis sérieusement sur ce projet. Nous l'avons ramené sur la table, puisqu'il était, n'est-ce pas, il était pratiquement endormi, abandonné. Nous l'avions réactivé, nous avions travaillé dessus avec le concours et le soutien du président de la République, qui est venu aussi, qui avait vu le bien fondé de ça. Lui aussi a pu apporter son soutien à ce concours. Et aujourd'hui, nous avons 80% de matériel qui sont stockés à la SNEL, à la direction provinciale de la SNEL Bukavu. Donc je vous invite, vous, la presse, accompagnée de la société civile d'Ijui, n'est-ce pas, et tous les intellectuels, les enseignants, les CECI, les universités, aller à la SNEL, aller demander au directeur de la province, n'est-ce pas, le directeur provincial de la SNEL, de vous faire visiter tous ces matériels qui sont entreposés chez eux. Moi, à l'époque, j'ai allé faire, j'ai envoyé mes assistants qui sont allés, ils avaient filmé, et j'ai eu à dispatcher tout ce qu'il y a eu comme photo à toutes les autorités, à toutes les notabilités d'Ijui,
pour voir qu'effectivement, le projet prend corps, le projet il est là, et il y a déjà un débit qui est très important. 80% des matériels, aujourd'hui, si on amène 80%, les 80% peuvent servir du sud au nord, de Muhumba à Kihumba, à travers tous les villages, à travers toutes les localités, à travers tous les groupements, les matériels sont là qui peuvent desservir partout là-bas. Il ne reste maintenant que 20%. 20% qui reste pour lesquels nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire la deuxième partie qui doit partir de Miti, c'est-à-dire à Moudaka, puisque là on va soutirer. Là, le courant qui vient des Ruzizi qui est envoyé à Goma, il y a un endroit où on doit soutirer une bonne partie pour amener vers Ijui, en passant par Miti, vous avez Moudaka, Lugendo, Ishungu, Kabonde, et traverser les îlots, Mousseme, Nyamizi, Mousseme, jusqu'à Ruundu. Tout ça. C'est la partie qui reste, 20%, qui est déjà chiffrée d'ailleurs par la SNL. Et nous, il y a des études qui ont déjà fait des études de faisabilité technique et financière avec les partenaires de la SNL. Il y a déjà eu des missions qui sont déjà arrivées ici, de la SNL, sous mon trichement pour lesquels je m'étais investi. Ils sont venus, ils ont sillonné, ils ont rencontré les deux chefs des collectivités, n'est-ce pas? Ils ont sillonné, ils ont vu les quelques matériels qui étaient entreposés il y a 15 ans au niveau des églises. Il y avait à peu près peut-être 1%, 2% qui étaient entreposés au sud et au nord. C'était un signe montré à l'époque là qu'effectivement le projet était engagé. Et les deux missions qui sont déjà arrivées, ils ont déjà tout analysé, ils avaient tout listé, ils avaient déjà évalué tout ce qui était livré à l'époque et quoi qui manquait, quoi qui était abîmé. Et ils ont pu maintenant finaliser le projet. Et aujourd'hui, la deuxième partie qui était restée est sur la table de la SNL et la décision a été prise de manière irrévocable. Vous verrez le document dans ce sens-là du conseil d'administration pour dire l'île Ijui, le projet de l'Ijui doit être de manière irrévocable exécuté. Donc il n'y a plus de doute comme il y a 15 ans, il n'y avait aucun engagement formel. Maintenant, il y a un engagement écrit de manière irrévocable et on a mis un comité de gestion, de suivi de ces projets composé de 6 directeurs qui travaillent sur le projet d'Ijui pour la finalisation, son exécution. Je crois que vous aviez suivi tous mes échanges avec ma population, tout ce que j'ai à tenir comme discours. Bien sûr, c'était en dialecte, je ne sais pas si tu comprends ça. De temps en temps, je mettais un peu du français et du swahili. J'ai demandé, j'ai insisté, j'ai demandé à la population de prier beaucoup pour nous, les autorités, nous, les fils des tiroirs d'Ijui, les sortissants d'Ijui, qui sont dans le domaine politique, économique et partout ailleurs. Il faut que nous puissions prêcher l'amour entre nous. L'amour, l'unité. Dans la division, on ne peut pas construire. Notre contrée, notre île qui a été pratiquement abandonnée sur le chiquier national pendant autant d'années, n'était pas, entre guillemets, figurée parmi les priorités, n'est-ce pas, des besoins peut-être des gouvernements, des temps de gouvernement qu'on a connus. Aujourd'hui, maintenant, c'est autre chose. Nous avons amené un autre saut de cloche avec la politique de l'Union sacrée aujourd'hui à la tête avec le président Tshisekedi, n'est-ce pas? Ijui maintenant est compté parmi les besoins d'Ijui sont comptés parmi les autres priorités. Parmi les autres priorités. En dehors de 145 territoires, vous avez vu qu'Ijui aussi il est considéré dans les projets de 145 territoires, n'est-ce pas, ce qui va être réalisé. Ça, ce sont des agents d'exécution qui connaissent ce qui va être fait, mais nous connaissons aussi, et ils connaissent les gens qui viendront exécuter. En dehors de ça, nos 3 projets là aussi sont pris en priorité aujourd'hui. Et ils sont suivis, et je suis sûr certain, dans un bref délai, quand je dis bref délai, quand on dit en court terme, à moyen terme, à long terme, ces projets vont être réalisés. Pourquoi? Puisque nous y tenons et nous les suivons de pied ferme. Tout ce que je demande, c'est le concours, c'est l'union de tout Muhavu là où il est, n'est-ce pas? Tout celui qui a un mot à dire, tout celui qui porte une certaine responsabilité, n'est-ce pas? Une certaine mission de représenter ce peuple d'Ijui partout là où ils sont, partout là où il est, n'importe qui. Il faut qu'on arrive à parler le même langage et se soutenir pour la matérialisation de tous ces projets.
Puisque l'union fait la force, n'est-ce pas ça? Avec une seule main, quand on est seul, on part vite, vite, mais quand on est à 2, à 3, on va plus loin. Voilà tout ce que je peux demander à mes frères d'Ijoui, à mes frères et sœurs, de travailler, de prêcher l'amour et d'avoir cet esprit d'empathie, parce que notre peuple souffre. Nous devons les aider. Les autres territoires, les autres pays qu'on appelle émergents, s'ils sont parvenus à sortir de ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient comme pauvreté, que nous prenons aujourd'hui comme modèle référent, c'est plus qu'il y a eu leurs fils, leurs enfants qui sont sortis à l'extérieur, qui sont allés apprendre ce qu'il faut faire, toutes ces techniques modernes, ils ont ramené chez eux et leurs territoires aujourd'hui sont des territoires de référence. Il ne faut pas aller plus loin, nous avons le pays voisin qui fait servir comme modèle. Donc la rigueur, l'unité, la solidarité et l'amour. Uendo jenge Ijwi ulutafurahiwa sana.